Bonjour et bienvenue au séminaire de la physique cliquable, la partie 3 des ondes. Alors, d'emblée, je vous indique que si, après le visionnement de cette vidéo, vous seriez intéressé à poser des questions ou à émettre des commentaires, positifs ou négatifs, en autant qu'ils soient constructifs, ça me fera plaisir de les recevoir et d'y répondre si tel est votre souhait. Vous n'avez qu'à envoyer vos questions à info@maplesoft.com et dans le sujet, s'il vous plaît, mettre entre crochets physique cliquable. De cette façon, le courriel me parviendra plus rapidement. Merci beaucoup. Alors, dans les webinaires précédents, j'ai parlé de la physique cliquable, c'est-à-dire la possibilité, grâce à des éléments graphiques à l'écran, qui peuvent être des icônes, des boutons, images, mots, etc. Grâce à ces éléments, on peut cliquer dessus et produire une action, simplifiant de beaucoup la nécessité d'apprendre beaucoup de commandes. Pour ce faire, nous avons les palettes que nous trouvons de chaque côté de l'écran, l'éditeur Math 2D qui nous permet d'écrire dans la notation que l'on retrouve dans les livres de physique et de mathématiques, des menus contextuels, des outils qui sont ici, des applications mathématiques comme ici, des fragments de tâches qu'on peut aller chercher ici, des composantes qui sont ici dans la palette composantes qui nous permet de faire certaines choses, d'inclure des boutons, des graphiques, des zones de texte, des cadrans, des listes, toutes ces choses-là, pour fabriquer quelque chose qui va nous permettre de faire l'exploration de certains concepts. Il y a des assistants dans la barre d'outils ici. Ensuite, il y a des tuteurs. Plus de 350 modèles de tâches. Bon, les tuteurs sont ici aussi. Vous voyez, dans différents sujets, il y en a plusieurs. Des packages. Package dans le sens d'ensemble intégré de logiciels. Je n'ai pas traduit encore package en français. J'aurais choisi peut-être progiciel, mais il faudrait voir, parce qu'un progiciel, c'est un ensemble complet et documenté de programmes. Or, dans Maple, ces packages-là, lorsqu'on charge un package quelconque, peu importe celui qu'on prend, il va y avoir, nous allons avoir ainsi accès à plusieurs macro-commandes qui vont nous simplifier la vie dans les secteurs sur lesquels on aura choisi. Alors, bon, on pourrait dire oui, on pourrait parler de progiciel, enfin, je ne suis pas vraiment convaincu que paquet est une bonne chose. Enfin, si vous avez une suggestion, faites-moi part, ça va me faire plaisir de lire votre courriel. Nous allons commencer avec le mouvement oscillatoire. Alors pour ce faire, nous allons commencer avec le problème suivant, fictif comme il se faut. Un pied percé à travers la Terre en passant par le centre et sortant de l'autre côté. Alors l'objet est lâché. On suppose qu'on a pu enlever l'air, l'eau, la lave, et que la densité de la Terre est constante partout. En laissant tomber l'objet, nous savons qu'il va apparaître de l'autre côté, mais ensuite il va remonter, et donc il va y avoir une oscillation au bas, pour ce que au bas peut signifier dans l'espace. Alors, on néglige la masse enlevée pour creuser ce puits. On ne tient pas compte de la rotation de la Terre. Alors, quelle est la valeur absolue de la force gravitationnelle en fonction de la variable R? C'est-à-dire, si vous êtes à une certaine profondeur, ici, R, quelle sera la valeur de l'accélération gravitationnelle et combien de temps sera nécessaire pour que l'objet atteigne l'autre bout du puits? Ok, alors comme solution, nous allons commencer par trouver la valeur de cette accélération gravitationnelle. Alors, elle est donnée par cette équation. ME, c'est la masse de la Terre. RT, c'est le rayon de la Terre. Alors, G est donné par ceci. La masse, naturellement, dépend de la position que nous allons être en R. Alors, pour toute la Terre, sa masse, c'est sa densité avec le volume. Alors,
Je vais exécuter les deux équations qui sont ici, comme ceci. Et je vais substituer la masse de la Terre dans cette équation ici. Ça va me permettre de trouver la valeur de ρ. Alors, je prends le menu contextuel. Résoudre. Et je vais prendre isoler l'expression pour ρ de cette façon. En ayant une équation comme ceci, ça va me permettre de prendre encore le menu contextuel et d'assigner la valeur de droite au terme de gauche. Donc, assigner un nom. Et voilà, et je peux vérifier que ρ vaut effectivement la valeur que je viens de trouver. Et voici. Alors, calculons la masse encerclée par la sphère de rayon R, c'est-à-dire la masse à l'intérieur ici. Alors, c'est tout simplement la densité fois le volume contenu par ce rayon-là, ce qui nous donne ceci. Et on utilise tout simplement le fait que F égale ma. Donc, nous avons cette équation. Et encore une fois, je vais aller isoler l'expression A, qui est l'accélération. Alors, résoudre, isoler l'expression pour A. Et encore une fois, je vais aller assigner. Et voilà, j'ai la valeur de l'accélération qui naturellement dépend de la valeur de R. Deuxième partie, nous avons besoin de trouver dans le fond la période. Alors, l'accélération agira comme un ressort qui fera osciller l'objet. Alors, la force, c'est le ressort, K. Alors, je fais ceci. Je solutionne pour le ressort, la constante de rappel du ressort. Résoudre, isoler l'expression. Et ici, que j'assigne encore une fois. Comme ceci. Et voilà, c'est bel et bien assigné. Donc, le temps pour une demi-période, ok, alors c'est le temps pour arriver en bas, va être donné par la relation bien connue. Et voici, c'est le temps nécessaire ici. Alors, il suffirait de remettre les valeurs du rayon de la Terre et de la G qui est 9.8 mètres secondes carrés. Et si je veux avoir le temps pour une période complète, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier par 2. Alors, si je multiplie par 2, excusez-moi, ici, je vais utiliser les menus popables. Alors, vous voyez, je me tasse un peu après avoir mis 2 en surbrillant. On m'offre de multiplier. Et voilà le temps total pour aller de haut en bas. Alors, voici comment nous avons pu solutionner ce problème. Nous pourrions faire celui-ci. Alors, j'ai deux atomes d'argon qui sont en interaction via une fonction potentielle de Van der Waals, décrite par l'équation qui est ici. Donc, les deux atomes d'argon. Les mesures scientifiques qu'on peut aller chercher facilement sur Internet me disent que U0 est égal à cette valeur-là, parce que c'est des joules, parce que c'est un potentiel. Et dans la valeur R0, qui est le rayon de l'atome ici, c'est 3.82 à la moins 10 mètres. Et on veut calculer la fréquence d'oscillation. Parce qu'il va y avoir, à cause du potentiel, une oscillation comme s'il y avait une force de ressort entre les deux. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Alors, tout d'abord, nous allons aller calculer, établir l'équation du potentiel. Alors, donc, elle est donnée par la fonction qui est la suivante. Alors, ce que j'ai fait, pour étudier la fonction potentielle, j'ai utilisé dans la palette expression l'opérateur limite qui est ici. Alors, vous voyez, si je me mets, disons ici, et je clique sur l'opérateur, comme ceci, alors j'ai marqué R, j'appuie sur la tabulation, et je peux marquer infini, que j'ai mis dans ma palette des favoris ici, bon, etc. Alors, vous voyez comment je l'ai fait. Et je regarde ce que ça donne
pour différentes valeurs. Alors, pour faire le calcul de la limite, naturellement, mais pour le besoin de savoir, est-ce que U0 et R0 sont positifs? Alors, vu que tout est pair, ça ne devrait pas rien changer, mais c'est une bonne habitude. Vous écrivez donc la fonction, vous laissez un espace et vous marquez assuming, donc assumons que R0 plus 1 0 et U0 plus 1 0. De cette fois-ci. Alors, à l'infini, le potentiel est 0. J'ai calculé le potentiel lorsque la distance entre les deux correspond à R0. J'ai obtenu moins U0. Et ensuite, quand on est à mi-chemin entre les deux, et ça donne ceci. Bon, si je suis intéressé à tracer la fonction, naturellement, je vais devoir mettre les valeurs qui sont connues. Alors, voici les données que je vous ai données au tout début. Et avant de tracer la fonction, je pourrais tout simplement cliquer ici et appuyer sur le menu contextuel, aller dans constructeur de graphique, alors, graphique, constructeur de graphique, comme ceci. Alors, 2D. Donc, R varie de R0 étant défini. J'aurais pu faire tout simplement comme ceci. R0 sur 4 jusqu'à 2 fois R0. Ensuite, je viens dans Options, comme ceci. Un peu lent. OK, alors ici, pour l'axe vertical, je vais marquer tout simplement que c'est moins 2 fois U0 à 2 fois U0. On peut choisir la couleur que l'on veut. Alors, prenons ceci. Avant d'appuyer sur Retour, je vais tout simplement regarder un aperçu pour voir. Et voilà, mon résultat est correct. Donc, je clique sur Graphique et le graphique est tracé. Ou j'aurais pu faire ceci. Parfois, pour simplifier le travail, pour que ça aille plus vite, vous voyez, je vais définir la variable R qui varie de R0 à 2R0 et le V. Alors, je fais ceci, ceci. Et grâce à la macro-commande plot, je marque tracer la fonction, la valeur de R, qui est l'axe horizontal, et optionnellement, on peut mettre la valeur verticale. Alors, notez ici que le R est là, mais le V n'a pas apparu, donc en mettant optionnellement le troisième terme, comme ceci, vous voyez, là, le V est apparu et le R est apparu. J'aurais pu faire apparaître le V ici, lorsque j'ai défini la valeur de V, je vous avais peut-être pas remarqué, mais je n'ai pas rempli un endroit où il fallait marquer le V. Ça l'aurait fait apparaître aussi. Mais enfin, peu importe la façon qu'on s'y prend, on arrive. Et le point d'équilibre, naturellement, c'est le point qui est ici. Et c'est à R0. Alors, j'ai substitué cette valeur-là. Et ça me donne comme potentiel moins 1.68. Alors, je peux venir vérifier sur le graphique que nous venons de tracer. Alors, menu, le bouton de droite. Je viens dans Info sonde et je demande la position du curseur. Et je n'ai qu'à venir me mettre ici. Et vous voyez, 1.675, bon, mais c'est pas mal ce que je pensais. Et R0, c'était assez proche de la valeur qu'on avait. Alors voilà, c'est bel et bien l'endroit où il y a un minimum dans cette fonction. Bon, la force maintenant. Alors, nous savons ce que vaut le potentiel, qui est donné maintenant par ceci. La force, c'est la dérivée négative du potentiel. Ou si vous connaissez la fonction gradient, c'est le négatif du gradient du potentiel. Comme ceci, ça me donne cette formule. OK? Ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Pour faire mes manipulations sur la fonction, je vais plutôt faire un redémarrage. Alors, je peux écrire
comme ceci. Et là, vous voyez, on m'offre le choix de compléter par Restart. Alors, je n'ai qu'à appuyer sur Entrée. Un autre coup, et on voit toutes les valeurs que nous avions sont disparues. Et là, je vais pouvoir travailler symboliquement sur la fonction. Alors, vous voyez, là, les valeurs sont disparues. Je vais devoir toutefois remonter ici pour au moins réexécuter la fonction U. Alors, je peux revenir ici. Et là, on voit que U est correct. Je fais la dérivée. Et ça me donne ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir un R0, comme ceci, et un 12. Le moins avec un moins. Et le moins ici, il va aller avec le moins qui est là. Alors, de toute évidence, ici, c'est un 6, donc ça, c'est un moins. Voilà, je le réécris de cette façon-là. Maintenant, nous allons nous intéresser seulement qu'au terme entre parenthèses, parce que ceci, c'est un terme c'est une constante, et je peux la faire disparaître, et ça fera comme si le système était normalisé. Regardons donc ce qui est ici. Nous allons nous déplacer légèrement par rapport au point d'équilibre. Alors, pour ce faire, je crée un déplacement qui va être égal à R moins R0. On va être ceci. J'isole l'expression pour le R. Comme ceci. Et je vais l'assigner comme ceci. Alors, la force que j'ai calculée ici, alors, comme je l'ai dit, je me concentre uniquement au niveau de la parenthèse. Alors, sachant la nouvelle valeur de R, qui est R0 plus un léger déplacement, la fonction va devenir comme suit. Maintenant, je vais utiliser la propriété du théorème du binôme pour un terme en série. Alors, 1 plus U à la N en série ici. Bon, je vais le faire disparaître et je vais on va faire ceci, comme ceci. Et voilà. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans le menu contextuel, choisir série, prendre une série par rapport à U, qui est petit, c'est-à-dire X, dans le fond, notre petit déplacement, comme ceci. Je vais mettre d'ordre 2 seulement, et je vais enlever le terme d'ordre parce que je veux travailler avec le polynôme directement. Alors, ça me donne ceci. Alors, en profitant de cette valeur-là, je vais donc venir ici, parce que vous voyez que ici, j'ai sorti le R0 pour faire 1 plus X0 à la moins 13, donc je reviens ici. Je vais faire ce que je viens de tout simplement faire. Alors, série, pour un X très petit, d'ordre 2, et enlever là le terme. Donc, ça me donne ceci. Je vais l'assigner à une lettre quelconque. Donc, assigné à un nom. Et je prends la lettre A. Ceci va me simplifier le travail tout à l'heure pour les calculs. Donc, ici, je fais exactement la même chose en série. Série pour X. Ordre 2. D'enlever le terme d'ordre. Comme ceci, je vais l'assigner à la lettre B. Assigné à un nom. B. De cette façon, vous remarquez qu'ici, j'ai A moins B. Ce qui prouve encore une fois que j'avais fait une erreur ici. Bon, on continue. Alors, je fais A moins B. Ça donne ceci. Et je remultiplie par la constante du début. Alors, vous voyez, cette constante fois la parenthèse qui est devenue tout simplement ceci. Et voilà. Et ce potentiel-là qui génère une force va être encore une fois comme un ressort. Donc, F est égal à la forme moins Kx.
Donc, nous allons pouvoir trouver ce que vaut K. Alors, moins Kx. Alors, vous voyez, moins le K. Donc, il reste X. Donc, la constante de rappel vaut cette valeur-là. Pour trouver la fréquence, eh bien, là, je peux remettre mes valeurs initiales. Alors, j'ai U0, R0, K, qui est en newton par mètre. La fréquence étant donnée par cette relation ici. Alors, j'ai besoin de la masse. Alors, pour trouver la masse d'un atome d'argon, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans... excusez pas menu ici, je vais enlever ça. Non, outils. Excusez, alors, je suis mis ici dans outils, assistant, ok, et j'ai été chercher constante scientifique. Je vais dans la partie éléments chimiques et j'ai choisi l'argon. Alors, il faut trouver l'argon qui est dans ce coin ici, comme ceci. Et voyez, j'ai la masse atomique qui est égale à ceci en kilogrammes. Ça, c'est l'erreur jusqu'à présent, la meilleure erreur qu'on a. Donc, j'ai cette masse-là, et c'est cette masse que j'ai tout simplement copiée, collée ici, comme ceci. Alors, je calcule la fréquence, parce qu'il y a le terme pi, mais pas le temps à garder les nombres exactement tels qu'ils sont, l'avantage du calcul symbolique. Naturellement, quand on fait un calcul numérique, le pi va demeurer, alors généralement, il faut faire tout simplement de cette façon. Alors, menu contextuel, on fait une approximation, 5 décimales sera suffisant ici. Et voilà, et j'assigne le F. En Hertz. Ça va être la fréquence d'oscillation. Parce qu'il n'y a pas de force externe, naturellement, son centre de masse ne bouge pas, n'accélère pas. Donc, il faut que les deux atomes oscillent avec la même amplitude et avec une fréquence opposée. Pour régler ceci, il faut calculer la fréquence d'un seul atome, c'est-à-dire m sur 2. Donc, pour la fréquence, ça va être 2 fois m, comme ceci. Et voilà. Naturellement, à cette échelle, on commence dans ces petites valeurs-là. Disons que le sujet serait mieux abordé du point de vue de la mécanique quantique, mais on le verra plus tard, ce qui sera d'ailleurs le sujet de mon prochain webinaire. Alors voilà, nous venons de solutionner ce problème. Nous allons donc passer à la prochaine section, mouvement ondulatoire. Alors avec mes pas, je vais vous montrer comment représenter graphiquement une fonction d'onde en termes de x, en termes du temps. Je vais faire une animation de la fonction et je vais tracer sur le même graphique la position et la vitesse transversale. Ce n'est pas la vitesse de propagation de l'onde. Alors je vais écrire d'abord la fonction y qui donne la position d'un élément de masse ou d'un petit élément de l'onde quelconque. Alors, ici, j'ai pris, encore une fois dans expression, je suis venu ici, et j'ai pris, comme ceci, ce qu'on appelle un opérateur fonctionnel. Alors, en le faisant comme ceci, on crée un opérateur fonctionnel qui dépend de deux variables, xt, et qui est défini par a fois cos. Bon, vous connaissez la fonction. Comme ceci. Posons que c'est une onde sonore à 2. Alors ici, j'ai été mettre digit 2 points égale 3 pour avoir toujours seulement 3 décimales. Alors, 2. Période 2, ce qui me permet d'écrire oméga. Vu que c'est une onde de son, c'est 344 mètres par seconde. C'est bel et bien ça, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Je vais mettre une amplitude de 2. Et K est toujours donné par W sur V. K, dans ce cas-ci, c'est le nombre d'ondes. Voilà. Pour tracer, nous allons fixer un temps parce que la fonction dépend de X et de T. Alors, je vais fixer un moment, comme si je prenais une photo, et je vais voir comment se comporte l'onde. Alors, parce que c'est un opérateur fonctionnel, vous voyez, j'ai posé t égale 0. N'oubliez pas, c'est très important de respecter l'ordre. T, c'est la deuxième variable. Alors, x est à temps t égale 0. Ça donne ceci.
Et parce qu'il faut donner une valeur numérique à phi, et que dans ce problème-ci, ce phi-là n'a aucune importance, alors je vais tout simplement mettre ceci. Alors, est-ce qu'on peut tout tracer? Alors, il faudrait savoir sur quel intervalle tracer cette fonction-là. Alors, pour trouver cet intervalle, il faut calculer la longueur d'onde. Et V est donné, la vitesse est égale à lambda sur T, comme ceci. Alors voilà. Et je peux tout simplement solutionner pour lambda. Dans ce cas-ci, je vais faire résoudre, obtenir les solutions pour lambda. Et voilà. Et ensuite, je définis de cette façon-là. Naturellement, je pourrais utiliser tout simplement le signe pourcentage. Quand j'en mets un, ça veut dire d'utiliser le résultat précédent. Toutefois, mise en garde, faites attention. Vous pouvez utiliser 2 pourcentages de suite, si vous dites l'avant-dernière et ainsi de suite. Mais si vous remontez ensuite dans la page, faites certains changements et tout ça, le dernier n'est pas nécessairement le dernier que vous pensiez. Alors, lambda 688, donc nous sommes capables de calculer l'onde. Alors, je vais prendre de 0 à 600. Je pourrais prendre tout simplement de 0 à 688, pourquoi pas. Alors, je retrace, ici, pas je retrace, pardon, je réécris l'équation, je prends le menu contextuel. Constructeur de graphique, c'est vraiment celui que je trouve le plus pratique parce qu'on a tellement accès à beaucoup d'options. Et ce n'est pas un trigonométrie qu'on veut tracer, mais c'est bel et bien comme ceci. Alors 0, tabulation, disons 188. Et dans l'option, le maximum ici c'est l'amplitude 2, donc je pourrais écrire de moins 2 à 2 et appeler ça A pour l'amplitude, comme ceci. Voir l'aperçu du graphique, et voilà, je sais bien ce que je veux, donc je trace graphique, et voilà, mon graphique est tracé. Voici une longueur d'onde exactement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le cas où je suis debout à un endroit fixe, et je regarde le comportement de l'onde près de moi, à une position précise, en fonction du temps. Alors, ma fonction de début est toujours valable, la Y. Alors, vous voyez, je me mets à X égale 0, et je vais regarder osciller ceci en fonction du temps. Je l'assigne à la fonction Y2, comme ceci. La période est de 2 secondes. Alors, naturellement, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, naturellement, je vais tracer le graphique. Alors, Y2 défini. Donc, c'est ça que je dois faire en fin de compte. Encore une fois, menu contextuel, graphique, constructeur de graphique. En 2D, le temps varie de 0 à 2. Je vais aller dans les options, comme ceci. Et l'amplitude va naturellement être de 0, tabulation 2, et je vais l'appeler amplitude. Et je vais changer la couleur. Bon, je vais changer la couleur pour chocolat. Je regarde mon aperçu. Et voilà. Oh, excusez-moi. Alors, je fais terminer, pas graphique, parce que là, j'ai oublié de marquer de moins 2 ici. C'est mon erreur. Vous voyez, donc ça vaut la peine de prendre le temps de refaire un aperçu avant. Ah, là, c'est bien. Et voilà. Alors, si je suis à la position 0, comme vous pouvez voir, je tâte en position. Et si je regarde le comportement de l'onde, eh bien, c'est l'onde qui oscille. Maintenant, si je veux voir l'onde, non seulement dans sa forme complète sur une période, mais en plus, je veux voir une animation, c'est-à-dire de voir aussi l'onde se déplacer. Alors, on va faire une animation. Donc, ceci est donc notre fonction de départ, qui est en termes de x et de t. Alors, fonciton, là, c'est fonction, comme ceci. Alors, je l'assigne à y3.
je vais tracer en fonction de la position et le temps sera le paramètre d'animation. Alors, je vais encore dans menu contextuel, je choisis graphique et constructeur de graphique. Maintenant, au lieu de faire un graphique, ici, je vais venir choisir une animation. Je vais la choisir 2D comme tout à l'heure. Maintenant, la longueur d'onde, c'était 688. Alors, disons que je le fais 4 fois. Ça donne 2800. Donc, je vais marquer que X varie de 0 jusqu'à 2800. Donc, le temps devient 4 fois supérieur. Alors, T de 0 jusqu'à 4 fois 2, c'est 8. Maintenant, je suis prêt à faire l'animation. Donc, je vais tracer sur aperçu. OK, je vais jouer. OK, donc tout semble correct. Donc, je fais graphique. Et ce que je peux faire, c'est de venir ici. Vous voyez à ce moment-là que nous passons de... Le menu ici devient un menu d'animation avec un curseur qui va se déplacer. Je vais diminuer le nombre de cadres par seconde pour voir l'onde se déplacer. Disons 5. Voilà. Et voilà, je fais l'animation. Et voici l'onde qui se déplace dans le temps. Pour la vitesse transversale, alors nous avons la fonction de départ. Pour trouver la vitesse, il faut dériver par rapport à la deuxième variable. Maintenant, parce qu'y est un opérateur fonctionnel, on n'utilise pas le terme diff qui est ici, l'opérateur différentiel, il faut utiliser le D majuscule. Le 2 indique de dériver la deuxième variable. Alors, ça me donne ceci, et vous voyez que le résultat est encore un opérateur fonctionnel. D'abord, alors j'assigne ça à V3. Donc, je peux tracer la fonction à t égale 0, de 0 à, alors si vous aimez mieux, 688. Alors, je le trace, ça donne ceci, une longueur d'onde. Je viens ici, je vais faire encore 688. Là, c'est la vitesse. Vous voyez, encore pour un moment fixé, ça me donne ceci. Maintenant, si je voudrais mettre les deux sur le même graphique, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre d'abord la position qui est ici. Vous voyez, je la mets en surlignage. J'appuie sur la touche contrôle. Je descends le graphique ici. Voilà, j'ai les deux fonctions. Alors, ça serait intéressant, de tout d'abord les mettre sur le même axe pour qu'on puisse comparer le déphasage. Bon, première chose que je vais faire, je vais aller changer la couleur ici. Alors ça, c'est la position, donc la vitesse, je pourrais aller la mettre en bleu. Alors je vais prendre une couleur bleu. Et voilà. Maintenant, je fais le bouton droit. Je vais aller dans Axe et je dis d'ajouter un deuxième axe. Maintenant, c'est cette fonction qui a besoin d'être augmentée. Alors, je la mets en surbrillant. En maintenant mon curseur sur la fonction surbrillant, je clique droit et je viens dans Axe et je dis déplacer au deuxième axe. Alors, vous voyez, l'axe a changé. Et là, maintenant, on voit bien le déphasage entre les deux. Alors, voici cette solution. Maintenant, nous allons regarder un autre problème. Le temps passant, bon, celui-ci est assez simple. On va aller dans la propagation des ondes. Alors, voici, j'ai une onde qui est donnée par la fonction, qu'on reconnaît, qui rencontre une onde en venant en sens inverse. En sens inverse parce qu'il y a un plus, oméga 2 fois t, comme ceci. Alors, nous allons obtenir l'équation de la somme des deux ondes. Nous allons en mettre une rouge et l'autre bleue. Et nous allons tracer le graphique des deux séparés. Et ensuite, nous pourrons calculer le comportement des deux ondes lorsqu'elles se rencontrent. Alors, nous allons regarder ça. Alors, mon Dieu, c'est malheureux que j'ai fait cette erreur-là 2 fois. Allons-y. Voici, j'ai mes deux ondes.
avec phi1 et phi2. Et la somme des deux est comme ceci. Maintenant, n'étant pas au tableau, n'ayant pas manipulé l'équation manuellement, je n'ai pas besoin de faire des simplifications trigonométriques pour rendre ça en termes de cosinus, de phi sur 2, etc. pour l'amplitude et bon. Alors, je laisse tel quel. Je mets les valeurs des deux longueurs d'onde qui sont données. Ceci. Et c'est des ondes lumineuses, donc la vitesse de la lumière. La valeur de K1, le nombre d'ondes pour la première est ceci, et ceci. La fréquence est donnée par cette valeur, et cette valeur. Et la période est tout simplement T 1 sur F1 et 1 sur F2. Et je peux obtenir la valeur de oméga pour les deux ondes. Alors, toutes les données sont là. Maintenant, je peux faire démarrer les fonctions n'importe où, mais pour question de symétrie, que ce soit plus beau, démarrons-les en phase. Nos deux ondes sont maintenant ceci, et comme ceci. Nous allons fixer un moment à t égale 0, comme nous avons fait dans le problème précédent. Alors, remarquez ici, je vais normaliser le problème. Alors, je fais la chose suivante, j'utilise la commande sub, avec un S, pour substituer. Et je dis de substituer t égale 0. Et là, j'ai mis une accolade pour signifier que je veux que la substitution soit faite dans deux choses. Alors, dans la première, y1, et je la divise par A1. Même chose ici pour la deuxième. Donc, je suis normalisé, comme ceci. Et je peux tracer les deux ondes. Alors, encore une fois, le graphique. Constructeur de graphique. Alors, 2D. Le X va varier de 0, disons, jusqu'à 4 fois la longueur d'onde. Alors, 4 fois lambda R, c'était... malheureusement, je ne pourrais pas me déplacer, alors je vais juste venir copier mon lambda R, qui est ici. Comme ça. Copier. CTRL-C, autrement dit. Bon, là, je peux revenir ici. Alors, 4 fois lambda R, ça va tout simplement donner... c'est ça que je voulais faire. Alors, je fais tout simplement CTRL et la touche égale. Ça donne cette valeur-là, 4 fois la longueur d'onde, et c'est plutôt cette valeur-là ici que je vais copier. 2 pointeurs, CTRL-C. Bon, là, je suis vraiment prêt pour tracer. Donc, graphique, constructeur de graphique, 2D, de 0 jusqu'à la valeur que je viens de copier. Donc, V. Je vais aller dans les options. Je vais choisir la première, que je laisse comme ceci, et je vais prendre la deuxième, qui est celle-ci, que je vais prendre d'une autre couleur. Bon, au point où je suis rendu, allons dans le rouge. Ici. Maintenant, j'ai normalisé, alors ça va être de -1 à 1. Et je pourrais appeler ça l'amplitude. Tout simplement. Un petit aperçu? Bien, pourquoi pas. Et voilà. Alors, ça semble correct. Donc, je trace. Alors voilà, j'ai les deux ondes à un temps fixé quelconque qui ont cette apparence-là. Alors, on voit à des endroits, les ondes vont s'additionner et à d'autres endroits, elles vont tout simplement se soustraire. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je fixe tout simplement A1 et A2 pour tout simplement normaliser. Donc, j'ai Y1, Y2, et je fais la somme des deux, comme ceci. Encore une fois, je substitue X égale 0. Ça pourrait être n'importe où. De toute façon, on verrait exactement le même comportement. Et je le substitue. Ici, j'ai pris les crochets. Aucune différence. Une liste ou un ensemble pour ceci, ça marche. Alors, avec la même fonction sub. OK. Alors, 4 fois T1. 4 fois T1, ici, ça va être... alors,
Je me mets dans la fonction, je fais CTRL égal, et ça me donne cette valeur-là, que je mets en surbrillance, que je copie. Et je viens encore construire le graphique des 3 ondes. Alors, graphique, oups, excusez-moi, je me suis trompé, j'appuie trop vite. Alors, on enlève ça, on revient au contextuel, graphique, constructeur de graphique, 2D, donc de 0 jusqu'à la valeur que j'ai copiée. Je vais dans les options. Alors le premier était comme ceci, la deuxième, je l'avais mis rouge. Alors, je vais demander à rouge. Comme ceci. Et je viens chercher la somme des deux, qui est celle-ci. Vert. Bon, ben allons-y. Un petit aperçu. Ben oui, tout est beau. Et voilà. Et comme prévu, vous voyez, des endroits où les deux ondes s'additionnent et des endroits où les deux ondes s'annulent. Alors voilà. Si nous voulons faire une animation, nous allons tout simplement regarder sur un certain intervalle et un certain temps. Alors vous reconnaissez les deux valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Alors je fais réapparaître les 3 fonctions. Je vais aller encore dans le constructeur de graphique. Toujours faire attention quand on fait une liste de fonctions à tracer. Dans le graphique, vous allez toujours avoir ensemble de données, ce qu'il ne faut pas prendre. Alors, plutôt que de prendre un graphique, je prends une animation. Je dis donc que le temps varie de 0 jusqu'à 2.64 E-6. Ah, ça c'est le temps, excusez-moi. Alors, c'est 8.9 E-15. Et le X va de 0 jusqu'à 2.64 E-6. Comme ceci. Bon. Étant assez certain que tout est correct. Alors non. Ce que je viens de créer, c'est une figure de lissajou. Alors de toute évidence, j'ai fait une erreur. Alors j'aurais dû faire. Ok, maintenant, j'ai mes 3 fonctions. T, X. La somme. Voilà. Je retourne. Alors, je pense que je sais où j'ai fait l'erreur. Constructeur de graphique. Animation. Alors, constructeur 2D plot. Alors, il faut que je choisisse animation parce qu'il n'y a pas 2D plot, parce que sans ça, excusez-moi, ça. Ah, ici. Ah, ok, 3D par... Ah, ok, c'est mon erreur. Ah, je savais que j'avais fait une erreur. Bon, le principal, c'est de se retrouver. Alors, voilà pourquoi j'avais dit X en premier. Alors, de 0 à 2.64 E-6 et le temps était de 0 jusqu'à 8.9 E-15. Comme ceci. Alors, je vais dans les options. Alors, la première, la deuxième est bleue et la troisième est verte. Un petit aperçu. Parfait, alors c'est ce que je veux. Donc là, je suis correct. Et voilà, je peux faire l'animation. Comme ceci, vous voyez le menu animation est apparu. Je vais diminuer le nombre de cadres par seconde et j'anime.
Alors, c'est encore un peu saccadé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'animation, mais plus lentement. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un fichier d'avance. Alors, j'ai fait une insertion d'un lien, d'un hyperlien ici. Bon, alors, insertion s'en bas. Alors, je vais faire l'initialisation. Ici, alors, c'est une région d'édition de code. J'ai chargé le package plot qui va m'aider à faire le travail. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est réduire la région d'édition de code, appuyer ici. Donc, je vais aller vérifier dans Outils si le package, alors vous voyez, il n'est pas là, donc je vais réappuyer. Et là, je crois que tout y est, parce que je viens d'en décharger, vous voyez, graphique était là. Alors, la première onde, c'est celle-ci, que j'affiche avec la commande display. Alors, c'est notre onde, ici. Alors, pour faire une animation, je vais donc avoir à programmer, à créer plusieurs structures graphiques, parce que vous pouvez voir ici que quand on associe la fonction plot, donc ça c'est le graphique que j'ai voulu, je l'associe assigné à une lettre Y1, parce que je ne veux pas tout le listing de l'animation, c'est-à-dire une multitude de points. Ce qui est dit ici par justement plot curve. Alors, si j'avais pas terminé par un 2 points, j'aurais une liste très longue des points qui ont servi à faire ce graphique suivant. Alors, je fais un petit exemple de programmation que je vais utiliser pour en créer plusieurs de suite automatiquement. Alors, par exemple, supposons que j'ai cette fonction-là. Je fais, j'assigne S comme étant une séquence qui est d'abord vide. C'est pour ça que je mets S nul, pardon. Ici, vous voyez, j'ai marqué X, signe de $4. Cette façon-là nous permet, avec mes points, de faire la répétition. J'aurais pu mettre n'importe quel chiffre que vous voulez. Donc, comme ceci, vous voyez, voilà, 8x. Pratique quand on fait une dérivée de plusieurs fois la même variable, des choses comme ceci. Alors, un code de programmation simple pour i allant de 1 jusqu'à 4, parce que je vais en faire 4 fonctions. Donc, s va être égal à s, qui initialement est 0. OK. Ensuite, sa dérivée, donc première dérivée, et ainsi de suite. Voilà, et je termine avec un point 0. On met OD pour la fin de do, ou vous pouvez écrire NDO, ce qui est la même chose. OK, mais c'est plus rapide tout simplement comme ceci. J'ai fait ça, vous voyez. Alors, j'ai la première dérivée, deuxième, troisième, quatrième. Toujours faire attention, là, dans une programmation simple comme ceci, le i vient d'être utilisé comme un compteur et doit valoir maintenant la valeur de 5. S, c'est l'ensemble au complet, vous voyez, de tous les termes qui sont là. Donc, c'est le dernier qui est affiché. Et la fonction demeure invariable. Alors, si on veut utiliser souvent la lettre i comme compteur, il faut la désassigner de cette façon, et ceci, et ceci. Nous aurions pu tout simplement aller dans la palette variable et les désassigner ici. Peu importe. Maintenant, si nous voulons avoir des choses comme N1, N2, N3, parce que vous avez vu au début que j'ai appelé ma fonction Y1. Alors, si je veux tracer Y2, Y3, etc., alors, ce que je vais faire, c'est ceci. J'ai besoin de refaire la même programmation, mais j'utilise l'opérateur de concaténation que vous allez trouver ici dans la palette délimitaire. C'est celle-ci. Et ça va associer pour chaque compteur. Alors, quand i vaut 1, ça va faire N1, i vaut 2, N2, etc. Et je mets le compteur i carré, et ça donne ceci. Vous voyez, donc, je viens de créer 5 valeurs de n. C'est plus simple que de faire comme ceci avec séquence. Naturellement, le i est rendu à 6, N1 vaut 1, N3 vaut 9, tel qu'on le voit ici. Bon, revenons à nos moutons. Pour bien voir l'animation, nous allons augmenter le nombre de cadres. OK, parce que j'avais 10 cadres que j'ai baissé à 2 cadres par seconde. Mais si j'écris plus de cadres,
ça va aller beaucoup plus délicatement le déplacement. Et vu que c'est l'ordinateur qui calcule et pas moi, donc je vais y aller d'un coup franc 81 cadres au total. Alors vous reconnaissez ici que de i qui est égal à 1 jusqu'à 81, de faire la fonction et la somme des deux. Alors, ce que vous devez comprendre pourquoi je commence avec Y2, c'est que Y1, je le laisse tel quel. Alors, c'est l'onde qui va être fixe, c'est Y2 qui va se déplacer, et en même temps, nous allons voir la somme des deux angles, ce que ça donne. Tout simplement. Alors, et je fais ici tous les displays que je veux avoir, c'est-à-dire, si j'écris Y21 et donc YS1, je vais afficher Y21 et YS1. Donc, ça va faire plusieurs affichages. DISP1, DISP2, DISP3, etc. Alors, laissons mes épaules compter. Et voilà, vous voyez, j'ai 81 fonctions qui viennent d'être calculées, sans trop d'efforts. Naturellement, comme je mentionne ici, remarquez que j'ai terminé par des 2 points partout, parce que là j'aurais eu des pages et des pages et des pages de points. Le résultat est le suivant. Je crée l'animation, en affichant la série de cadres, un après l'autre. Alors, pas tous ensemble, mais un après l'autre. C'est pour ça que je mets en séquence égale vrai. Parce que si j'avais marqué faux, j'aurais eu 81 graphiques sur la map, 82 en comptant Y1. Alors, display, l'animation, alors il faut la créer. Alors, il va y avoir un peu de calcul. Vous voyez, l'animation est faite. Parce que tout le reste a été calculé. Je vais donc montrer ce résultat, plus Y1. Et je ne mets pas d'axe pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Alors, ça fait ceci. Maintenant, remarquez que si je viens sur le graphique, effectivement, j'ai une animation parce que j'ai mis en séquence vrai. Et là, je peux peut-être diminuer le nombre de cadres, mais ça devrait aller tranquillement pareil. Alors, vous voyez, Y2 se déplace. À ce moment-ci, voilà. Ensuite, on a le maximum qui apparaît quand les deux ondes bleues et rouges se rencontrent. Et voilà. C'est comme ceci que j'ai fait. Maintenant, à D. L'intensité des ondes. Alors, l'intensité, c'est... là, je vois que je viens de... Bon, c'est quand même assez simple. Alors, nous allons passer ce problème-là pour en voir d'autres, parce que j'en ai d'autres très intéressants aussi. Alors, j'ai ceci. Un récepteur se déplace à une vitesse VR vers une source immobile de son qui est ici. OK? Comparer la fréquence perçue par une personne se tenant à côté de la source, comparé à celle qui est à la personne qui est sur le récepteur, montrer une animation qui va montrer comment la formation de l'onde de choc lorsque la source se déplace plus vite que le son, et d'obtenir la relation qui donne le nombre de Mach. Alors, ça va donner ceci. Donc, première partie, comparer les fréquences. Alors, j'utilise la fonction que la vitesse de l'onde par rapport au récepteur va être V, la vitesse de l'onde, plus la vitesse de son véhicule. La fréquence perçue. Alors ici, je devrais peut-être mettre des mètres par seconde. On peut vérifier les unités. Pas besoin de les mettre. Alors on voit bien que ça, c'est des mètres sur seconde, fois lambda qui est 1 mètre. Donc la fréquence qui reste, c'est 1 sur seconde, ce qui est bel et bien ça. Et je peux l'écrire plutôt comme ceci, ça va être plus intéressant parce que si la source bouge, etc., on va voir toute si la fréquence de la source se déplace et ces choses-là, ça va être plus facile de travailler de cette façon-là. Alors, disons que je me déplace vers l'ambulance au repos qui émet, je me dirige moi à une vitesse de 33,5 mètres par seconde vers l'ambulance qui émet 400 Hz. Alors, la fréquence de la source, c'est ceci.
La vitesse du son, 343. La mienne, c'est 33.5. Et voilà, ma fréquence perçue sera, ceci, une fréquence plus élevée. Si c'est la source qui se déplace, alors la vitesse de la source, moi je ne bouge plus, donc c'est la source qui se déplace à la vitesse VR, et j'obtiens ceci, la même réponse, naturellement. Donc, de manière générale, nous avons cette fonction où les plus et les moins dépendent. Alors, plus VR signifie que le récepteur se dirige vers la source, et moins VS que la source se dirige vers le récepteur. Parce que je vous rappelle, la convention plus, moins c'est vers la gauche, etc. Alors, voici la fonction générale. Alors, je fais un restart, comme ceci. Je définis ma fonction, comme ceci. Alors, maintenant, vu que je vais faire que l'ambulance se déplace à une vitesse de 33.5. Et en même temps, moi, je me déplace à une vitesse de 24.6. Quelle va être la fréquence perçue après que j'ai croisé la source? Alors, la fonction utilisée, donc, c'est un plus en haut et un moins en bas. Je vais entrer les valeurs connues. Et la fréquence va être 475. Et après le croisement, alors maintenant, c'est moi qui m'éloigne. Et c'est la source qui s'éloigne. Et je vais avoir une fréquence plus basse. OK. Alors ici, je vais pardon. Je vais charger certains packages que j'ai besoin. Alors, plot et plot tool, parce que je vais faire de l'animation, animation 2D, et c'est pour ça que j'ai besoin de ces packages-là. OK. Alors, nous allons définir, peut-être je devrais faire un restart, je le crois, comme ceci. Alors, j'appuie ici pour charger les packages. Alors, je viens voir dans Outils. OK, les deux sont chargés. Ici, j'ai une procédure développée. Alors, tout simplement, je définis une fonction par proc, ici. Alors, vous pouvez faire astérix, pas astérix, mais point d'intégration PROC. Vous allez avoir des exemples de ceci. Alors, N, c'est le nombre d'ondes que je veux voir. Vitesse initiale, vitesse finale, parce que si la particule a la même vitesse ou augmente, alors voilà. Et le reste, c'est tout simplement de faire des calculs, de créer des cercles, ok, c'est ça qui va être animé. Vous allez avoir un cercle qui est de la source, et vous allez avoir l'onde qui fonctionne. Vous voyez, j'ai aussi l'opérateur de concaténation, etc. Alors, ici, ce n'est pas une question de faire de la programmation. C'est une procédure qui est basée sur une source qui a été faite par Sylvain Muise. Alors, si vous allez sur maplesoft.com, dans la section Applications, tout ce que vous avez à marquer, c'est le mot Doppler. Et vous allez voir, en faisant la recherche sur Doppler, vous allez voir sa procédure. OK, alors j'ai tout simplement fait ça. Je vais donc l'exécuter pour qu'elle soit fonctionnelle. Comme ceci. Alors ici, je veux 10 ondes. OK, et remarquez que je suis mobile initialement et à la fin aussi, donc je ne bouge pas. Juste pour vous montrer en fin de compte que ce que la programmation a fait. Alors vous voyez, en mettant un 2 points, j'ai créé une structure graphique, je ne veux pas l'afficher. Et j'utilise la fonction macro-commande display, vous voyez, wave 1, en séquence vraie. Je marque scaling égale constraint, c'est-à-dire de faire en sorte que les cercles soient des cercles et non pas des ellipses, des choses comme ça. Ce que Maple parfois fait, parce qu'il fait une adaptation pour qu'on voit mieux les endroits où la fonction varie rapidement. OK. Et je ne mets pas de DAX, pardon, juste pour voir ce que ça donne. Alors, OK, alors le wave n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que la procédure n'a pas fonctionné. Oui, wave et wave 1. Eh bien là, là je viens de le voir apparaître. Wave 1, bon, tout est correct. Là j'ai une structure graphique à afficher. Voilà, alors vous voyez la source qui est ici. Alors, c'est bel et bien une animation. Alors, vous voyez, les ondes qui sont produites, c'est les ondes du son qui est émis par
la source, un avion, peu importe. Alors vous voyez, il a bel et bien 10 cercles. Si vous comptez, il y a 10 cercles, ce qui vaut le chiffre qui est ici. Alors nous allons regarder maintenant une source se déplaçant moins vite que la vitesse de l'onde. Alors toujours 10. OK. L'onde, c'est du son, par exemple. Alors, oui, je vais à 0.5, la moitié de la vitesse du son, et 0.5 aussi, ce qui veut dire que je suis à vitesse constante. Alors, j'écris Wave 2. Voilà, Wave 2 est apparu. OK. Si je n'avais pas terminé par 2 points, des multiples pages de code, et j'affiche. Alors là, on va voir que l'onde va se déplacer vers la droite. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il émet. Alors, on voit très bien que durant son déplacement, il y a compression d'onde en avant et dilatation en arrière. Ça va? Et c'est seulement sur... bon, non, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est assez clair comme ceci. Alors, une source se déplaçant à la même vitesse que l'onde. Alors, vous voyez, je marque encore 10 cercles. Et vitesse de l'onde, donc je suis toujours à vitesse constante. Alors, j'écris la troisième vague. Elle apparaît, donc je supplierai à l'afficher, ça donne ceci. Voilà, et là on devrait voir ce qui arrive quand on va à la même vitesse que la vitesse du son. Alors vous voyez qu'en avant, la compression est complète. Et la dilatation en arrière est 2 fois celle de l'onde comme telle. Maintenant, regardons qu'est-ce qui arrive lorsque je vais plus vite que la vitesse de l'onde. Alors toujours 10 cercles, mais là 1.5, alors plus vite, toujours à vitesse constante. J'écris l'autre animation. Wave 4 est apparu. Je peux l'animer. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Allez. Et voilà. Et regardons ce que ça donne. Ici. Voilà. Alors, en ce moment, la personne à l'intérieur, c'est sûr qu'il entend le son de son réacteur. Mais s'il était possible de ne pas entendre le bruit du réacteur à l'intérieur, il n'entendrait absolument rien parce qu'il va plus vite que l'onde elle-même. Et l'avantage de la façon que l'animation a été produite, je peux prendre par exemple un avion qui va à la moitié de la vitesse de la lumière et ensuite franchit l'onde de choc à 1 et ça va jusqu'à 2.5. Alors, définition 5, Wave 5. Alors, il calcule. Et ça devrait être fait. Voilà, bon. Voilà, j'anime. Et voici ce que ça donne. Il accélère, la vitesse augmente et d'un coup, voilà, il a franchi. Donc, il va plus vite que la vitesse du son. Et si on fait le calcul, j'obtenons ces relations-là de la vitesse VT. Bon, maintenant, malheureusement, j'ai d'autres choses à montrer, donc je dois accélérer. Alors, donc, étudions cette fonction ici. Alors, soit une onde en forme de cloche donnée par cette fonction, et on va utiliser son comportement dans le cas d'une onde illimitée et dans le cas d'une onde fixée aux deux bouts. Donc, voici, construisons les deux ondes. Alors, ce que je fais, c'est que, tout simplement, j'ai une corde à l'infini, et à un endroit, je pince la corde, et je la soulève, et elle va former une fonction qui va être représentée par celle-ci. Je fais en sorte que la fonction soit activée sur un intervalle de x qui va de moins 1 à 1, et d'une période de 2. Donc, l'amplitude va être 2. Nous allons créer une fonction par morceau. Alors, pour ce faire, j'utilisons la palette expression, et je viens ici. J'ai cliqué ici pour faire une fonction par morceau, piecewise function, comme ceci. Alors, j'ai rempli l'espace qui était là, le moins x par ce qui est là, et voilà. Alors, voici ma fonction qui est définie. Voilà.
Donc, si je veux tracer de quoi a l'air cette onde-là, donc je vais venir dans constructeur de graphique. Donc, graphique, constructeur de graphique. La fonction est de moins 1 à plus 1. Alors, disons que je viens ici de moins 2 à 2. Regardons ce que ça donne. Et voilà, c'est la fonction qui nous intéresse, comme ceci. Alors, parce que nous allons avoir besoin de varier les paramètres de l'onde, ce que je vais faire, je vais le transformer en opérateur fonctionnel. Okay. J'aurais pu l'écrire directement ici comme fonction, comme opérateur fonctionnel, mais c'est plus simple de le faire de cette façon-là, surtout quand on travaille avec une fonction par morceau. Alors j'ai ma fonction. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un menu contextuel avec le bouton de droit de la souris, aller dans conversion, opérateur, et le terme, la variable opérateur c'est x, comme ceci, et j'ai bel et bien une onde fonctionnelle que je vais maintenant réassigner cet opérateur fonctionnel au terme onde, comme ceci, et là mon onde est un opérateur fonctionnel qui dépend de x. Ok, alors je suis prêt à travailler. Alors, l'onde qui va vers la droite va se déplacer selon x, mais aussi, parce que je veux la faire déplacer, ça va être moins la vitesse de la lumière ct. Alors, voici la fonction f pour l'onde qui se déplace vers la droite. Je l'associe à g pour celle qui se déplace vers la gauche, comme ceci. Et la somme des deux fonctions est donnée par ceci. Alors, une fonction qui dépend de a et de b. F et g étant des fonctions, des opérateurs fonctionnels. Vous savez qu'on peut faire une combinaison linéaire. Et voilà. Et ma fonction est égale à, donc, ceci. Voilà. Un opérateur fonctionnel qui dépend de A et B. Et la vitesse transversale est donnée par, alors ici, je veux que la vitesse soit un opérateur fonctionnel qui dépend de x et de t, et je dérive ici. Et là, je peux le faire en utilisant diff, qui est la commande pour dériver. N'oubliez pas, il faut marquer non seulement f, mais f avec ses variables, et de dire qu'on dérive par rapport à t, comme ceci. Et voilà ce que vaut la vitesse, un coup qu'elle est dérivée. Ça donne ceci. Bon, maintenant j'ai tout. Les conditions initiales. Alors, pour démarrer l'onde, il faut donner une déformation initiale, verticale à la coordonnée x égale 0. Okay. Et x2 avec une vitesse initiale. Alors, c'est-on dire qu'on va mettre simplement a égale à 1/4 et b égale à 1/4. Ce geste nous permet de mettre l'amplitude maximale à 1. OK. Et je mets c égale 1 pour fin de tracer point de ligne. Alors voici, à un moment fixe, à quoi ressemble l'onde. Donc peut-être ce serait intéressant de définir le A, parce que de toute façon, je pourrais choisir que c'était défini, mais ça n'a pas de l'air. Bon, A, B, C. OK, alors là, je peux redéfinir. Voilà, c'est ma fonction. Comme ceci. Vous voyez, divisé par 2, parce que le cosinus ici va donner au maximum 1. 1 plus 1, 2, divisé par 2, 1. Donc, j'ai normalisé ma fonction. OK. Donc, notre fonction est comme ceci. Nous allons tracer les deux fonctions en fonction de la position et du temps. Alors, je viens dans le menu contextuel. Constructeur de graphique. Et je viens dans Animation. Donc, je laisse x de moins 2π à 2π. Et le temps va être de 0. Je vais me limiter à 5. Voilà. Alors, voici qu'est-ce qui arrive. Je pince une onde
de cette façon-là à x égale 0. OK? Moins 1 à 1. Et la corde est illimitée dans les deux sens. OK? Donc, aussitôt qu'avec mon pouce, je lâche l'onde qui est ici, voici ce qui va arriver. Les ondes vont partir de chaque côté. OK, maintenant, nous voulons tracer seulement utiliser seulement que l'onde qui est à la droite, parce que dans la prochaine partie, je vais la faire rebondir à un endroit qui est fixé. Alors, je voudrais ne pas m'occuper de cette onde-là. Donc, celle-ci se déplace par la gauche, donc c'est le B. Alors, tout ce que j'ai à faire, maintenant, pour normaliser, vu que tout à l'heure j'avais un quart, je suis obligé de mettre une demi, seulement qu'à A. Alors, voici ce que ça donne. Alors, B égale 0, A une demi, c'est beau. Et je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Graphique, constructeur de graphique, la même chose, une animation, 2D, je laisse ceci pour X, et le T, ici c'était 5. Bon, ça a fonctionné tout à l'heure, alors ça devrait fonctionner. Alors vous allez voir que je vais avoir seulement que l'onde qui va se déplacer vers la droite, comme ceci. Tout dans la droite. Maintenant, nous allons fixer le bout ici et nous allons générer une courbe, tout simplement, qui va arriver de la droite. Alors, je conserve les mêmes valeurs de A et de B. B est égal à 0, je garde A égale une demi. Et l'onde se propage jusqu'à X égale L. On sait que l'onde sera réfléchie, inversée et déphasée par rapport à l'onde incidente. L'équation donc de la fonction d'onde jusqu'à L est donnée par ceci. Le déphasage phi est tout simplement de l'ordre de phi L moins X sur C, comme ceci. Alors je l'assigne à phi, et je prends ma fonction, comme ceci, un opérateur fonctionnel qui va dépendre de X et de T, de notre fonction, OK, mais elle doit être négative, parce qu'elle va être réfléchie vers le bas avec son déphasage. Donc, c'est cette fonction-là, avec L et T déphasé, comme ceci. Voilà, je mets une longueur quelconque, et voici la fonction qui va me servir à faire le tout. Alors, je vais tracer les deux. Alors, la fonction incidente et la fonction réfléchie, qui donne ceci. Et je vais calculer, pour x va de 1 à 3, et t de 1 à 5. Je ne prends pas 0 à t, naturellement. Donc ici, je vais tout simplement, encore une fois, prendre graphique et constructeur de graphique. Toujours une animation. Même valeur ici, 0 jusqu'à 5. Et voici ce que donne le résultat. OK. Alors, je crois que mon X, je me suis trompé. Alors, c'est ça, parce que j'ai bien dit qu'il faut que j'arrête à 3, parce que je vois tout de suite, voyant l'onde qui s'en vient à la droite, ça brise un peu le plaisir. Alors, je vais recommencer, ce n'est pas bien long. Donc, constructeur de graphique. 2D ou animation. Bon, je pense que je vais prendre 2D comme ceci, parce que je vais mettre l'axe de 0 jusqu'à 3 et le temps jusqu'à 5. Bon, là je pense que ça va être plus plaisant comme ça. Oui. Alors, voyez, je vois l'onde qui va arriver, et ce qu'on ne voit pas à droite, c'est l'onde qui arrive de l'autre côté, mais l'effet va être exactement ce qu'on va voir à n égale 3, c'est-à-dire l'endroit qui est ici, où j'ai, bon, je pourrais venir dans dessin comme ceci, choisir une couleur de remplissage, disons comme ceci.
Oh non, je pourrais le prendre directement ici à la place. Oui. Je vais faire ceci, je vais prendre un trait plus élevé. OK, et une flèche, et je vais venir faire la flèche à n égale 3. Bon, je tiens la touche majuscule pour être sûr que je crée une ligne verticale. Voici. Alors, voyons, qu'est-ce qui arrive? Bon, maintenant ici, je peux aller dans dessin, comme ceci, et voilà. Bon, l'illusion va être encore plus belle. Et là, je peux aller dans animation, et voici ce que donne le résultat. Et voilà, l'onde réfléchit. Alors, c'est tout ce qu'on réussit à faire avec Mapple, qui, lui, se charge des calculs. OK, prochain problème. Superposition des ondes. Alors, je vais faire... OK. Faisons ceci. Donc, j'ai une flûte qui a été construite de telle façon que la note Do soit produite lorsque tous les trous sont bouchés et que la température ambiante est de 20 degrés. Alors, en considérant que la flûte est un tuyau ouvert aux deux extrémités, calculez la longueur de cette flûte. Et en B, un joueur dans une autre pièce joue le même type de flûte, mais entend un battement de 3 Hz lorsqu'il joue la note de Do, comparée à celle de l'autre côté. Alors, quelle est la température de sa pièce? Donc, allons-y, on va commencer par ceci. Alors, la flûte est un tuyau ouvert aux deux extrémités. Alors, nous allons utiliser l'application ici, des applications mathématiques, comme ceci. Alors, j'en ai plusieurs dans différents sujets. Je vais aller dans les ondes et je vais regarder pour les harmoniques. Alors, vous voyez, donc j'ai le tuyau ouvert. La fréquence est donnée par ceci. Alors, vous pouvez venir ici, ouvert, comme ceci. Et voici, vous avez les différentes harmoniques. La première va être la suivante. Et en tençant le curseur comme ceci, la deuxième harmonique, c'est la suivante. Dans la flûte, c'est ce que nous avons. Alors, nous, naturellement, ce qui nous intéresse, c'est la première harmonique 1, qui est le Do que la flûte doit jouer. Okay. Alors, je reviens donc aux équations ici. Je peux obtenir, grâce à ceci, l'harmonique va être 1, la vitesse, c'est la vitesse du son, et 2L, la longueur que l'on cherche. Bon. Maintenant, chez Internet, j'ai été chercher la vitesse du son en fonction de la température, parce que tout à l'heure, nous allons devoir trouver les températures. Alors, c'est donné par l'expression suivante. Alors, vous reconnaissez par les éléments ici, okay, qu'il y a une façon de conversion de Kelvin en Celsius. Alors, voici, c'est un opérateur fonctionnel, comme vous pouvez remarquer, le T, qui est la variable, et la flèche. Okay, donc, je l'ai fait comme ceci. Alors là, pour aller plus vite, voici ce que ça donne. Et à 20 degrés Celsius, la vitesse du son est donnée par 342, tralala. Et voilà. La fréquence, donc, c'est 260 Hz.6. C'est la première harmonique. Et avec la fonction que j'ai prise dans l'application mathématique, ça donne ceci, que je vais résoudre pour la lettre L. Donc, résoudre, isoler l'expression pour L, et c'est la longueur que doit avoir la flûte. Bon, je vais l'assigner. Et voilà. Maintenant, je suis prêt à faire la chose suivante. Alors, il y a un battement, donc c'est la différence entre le vrai Do et son Do entendu, qui est de 3, comme ceci. Alors, que vaut donc F2? Alors, résoudre, isoler l'expression pour F2, que j'assigne, 258. C'est pour ça qu'il entend ce battement-là. Excusez-moi, ouais, là. Bon, alors je vais l'assigner, à un nom. Ok, je vais l'appeler F2 parce que je ne l'avais pas défini avant. Alors j'ai fait solution au lieu de isoler.
Voilà, c'est pour ça. J'aime bien prendre l'isolé parce que ça me permet de faire l'assignation rapidement. Mais là, c'est fait. La preuve, oui, si je fais F2, j'ai bien 258.6. Et exactement de la même relation que tout à l'heure. Mais dans ce coup-ci, je marque F2. Et dans la vitesse du son, je marque la variable simplement T, qui est la température que je recherche. Ça fait ceci. Et je résous pour T. Et ici, parce qu'il y a un radical, je vais tout simplement faire une résolution numérique pour avoir une valeur numérique de la température de sa pièce. Alors, je viens dans Résoudre, et je viens dans Résoudre numériquement, et voilà, il fait 13.31.15 Celsius. Donc, il est temps de rentrer à l'intérieur s'il ne veut pas briser sa flûte. Ok, nous allons maintenant passer à l'autre section. Alors, ça a été fait, superposition des ondes et tout. Alors, je vais passer géométrie optique parce que le temps est gravement avancé. Je vais aller tout de suite dans interférence et diffraction lumineuse. Alors, la célèbre expérience des deux fentes de Young, comme ceci. Alors, voici le graphique des deux fentes de Young avec le déphasage qui est ici. Mieux connu sous le nom de différence de chemin, le delta. Alors, on demande de tracer un graphique de l'intensité des ondes le long, ici, de l'écran, qui est selon Y. La distance L, c'est 1 mètre. Et la distance entre les deux fentes est 0.2 mm. La longueur d'onde, c'est 633 nanomètres. Et on va tracer Y de moins 10 à 10. Alors, solutionnons le tout. Alors, faisons tout d'abord les calculs. Alors, la somme des deux ondes. Alors, ici, j'aurais pu tout simplement écrire les fonctions directement. Ça n'aurait rien changé. Je les ai écrits directement comme ceci parce qu'on sait que c'est comme ça que lorsqu'on a deux ondes. Vous voyez, j'ai mis un déphasage sur un ici, mais ça va être la différence de marge dans le fond. Alors, j'ai que l'intensité des deux ondes va tout simplement être donnée par 4a carré et le terme ici, qui est le terme qui fait partie de l'amplitude aussi, au carré. Alors, ça me donne ceci. Maintenant, je vais tout simplement diviser par 4a carré pour normaliser. Bon, j'ai laissé le 4. Bon, laissons le 4. Ça ne change rien. Alors, allons voir ce que ça va donner tout d'abord pour le graphique de l'intensité de 0 à 2π pour le phi, qui est l'angle de gauche à droite. Alors, je viens dans le menu contextuel, encore une fois, graphique. Graphique. Et là, je choisis un graphique trigonométrique de 0 jusqu'à 2π. Alors, phi 0 à 2π. C'est trop long. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. Graphique, construire de graphique, 2D, phi va de 0 jusqu'à 2π. OK. Et voilà. Alors, vous avez le Imax qui est ici. Alors, vous voyez, encore une fois, on peut venir dans Dessin, tout simplement, tracer des droites pour dire ça, c'est le maximum. Ça, c'est le minimum qui est ici, etc. Touche Shift. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de tracer l'intensité moyenne. Alors, ce serait une autre droite. Et nous allons essayer de tracer, trouver cette valeur moyenne ici. Alors, pour ce faire, nous allons prendre le tuteur, calcul à une variable, moyenne d'une fonction. OK, ceci donc, c'est notre fonction. Alors, je vais peut-être la réécrire ici. Non, ce que je vais faire, je vais tout simplement la copier. Alors, 4phi, je le copie. Je vais le mettre ici. Je vais aller dans Outils, Tuteur, Calcul une variable.
Pardon. Et je vais chercher la moyenne d'une fonction. Comme ceci. Alors, un tuteur va apparaître. Je fais CTRL-V pour ma fonction. Et je vais, A va de 0 à 2 fois pi. J'affiche. Et voilà, vous reconnaissez la fonction. Et le calcul a été fait. Voilà. Je fais l'affichage. Et ça ne va pas correct, parce que vu que je suis encore en évaluation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. Bon, enfin, on a vu que c'était 2, donc j'étais quand même assez proche de la bonne valeur. Si j'en viens ici, je me mets dans le dessin, je peux mettre en soulignage. Et voilà, c'est ce que ça a donné, 2. Donc, continuons. La différence de phase va être donnée tout simplement par la relation entre delta, la différence de masse sur phi, est égale à lambda sur 2pi. Alors, je fais ceci. Ça me permet d'obtenir la valeur du déphasage phi. Donc, résoudre, isoler l'expression pour phi, donne ceci. Et on sait que par approximation, sin θ est égal à y sur l sur le dessin, parce que le y n'est pas grand comparé à l. Alors ça me permet de faire l'approximation des petits angles, qui est le suivant. Donc dans la fonction d'intensité que nous avons ici, je remplace phi par la valeur que nous avons obtenue, qui est ici, et je remplace sin θ par YL, et ça me donne directement cette fonction-là. Et là, je peux tracer l'intensité qui dépend maintenant seulement que de Y. Je l'assigne à F1. Fonction d'intensité, FI, pardon, fonction d'intensité. Je mets les valeurs de L, D et lambda. Maintenant, je suis prêt à tracer l'intensité. OK. Donc, F1, on a vu FI, pardon, c'est ceci. Je vais le tracer pour Y égale de moins 10 à 10. Alors, constructeur graphique, 2D, graphique. Voilà, on voit maximum à 0 et ensuite, pour chaque valeur, j'ai le maximum. Maintenant, ce serait intéressant de voir l'intensité comme telle. Alors, pour ce faire, on utilise la macro-commande DensityPlot, qui fait partie du package graphique. Alors, je peux le charger par le menu directement ici. Par exemple, là, si je suis ici, je viens dans Outils, charger un package graphique, qui est ici, comme ceci, ce qui est l'équivalent de faire Withplot comme ça, comme vous voulez. Et je fais, je veux voir 4 maximum. OK, alors les 4 qui sont là. OK. 1, 2, 3, 4. Alors pour ceci, je vais utiliser cette fonction-là ici, qui va me permettre d'obtenir... Alors, oups, ça c'était lambda, que malheureusement je viens de faire disparaître. On le réécrit, et je fais CTRL égal, ça me donne 4. Et voilà. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais normaliser à 1, OK, parce que si on regarde F1, FI, pardon, encore une fois, son maximum c'est 1. Donc, je prends la fonction FI, pour Y va de moins 11 à 11, X égale moins 1 à 1, parce que dans le graphique ici, OK, je vais voir l'intensité, c'est comme si j'étais en haut ici, je regardais l'intensité, OK, mais je dois mettre une certaine profondeur dans la direction Z, comme ceci. OK, et cette profondeur est donnée par la fonction X qui était là, qui est là. Je mets un certain nombre de grilles que j'ai définies par essai et erreur. Passe no grid pour pas voir plein de fils de fer dans le dessin. Ça va donner ceci. Et voilà, comme vous pouvez voir, là je vois bien l'intensité centrale, deuxième, troisième, associée 0, 1, 2, 3, 4, avec les minimums en même temps.
On peut enlever les axes carrément comme ceci en venant ici. Alors, est-ce que je suis en mode graphique? Non, dessin, graphique. Je vais venir ici et je vais choisir ici, pardon. Ici, je choisis pas d'axe, comme ceci. Et voilà. C'est ce que vous verriez effectivement sur l'écran. Pour une fente, vous savez que c'est ceci, l'équation qui donne le résultat. Alors, disons que je prends 3 fentes dans l'expérience de Young. Voilà, je prends exactement la même fonction et ça donne ceci. Vous voyez? Et on voit d'ailleurs aussi le jeu des minimums et des maximums et de l'intensité qui change. Comme ceci. Maintenant, je vais déplacer l'écran comme ceci. Donc, je vais être sur le côté. Et je mets donc mes axes de cette façon-là. Je vais travailler en mode cartésien. Alors, pour ce faire, je vais charger le package Calcul vectoriel étudiant. Alors, je me mets ici, je viens dans Outils, charger un package, et je viens dans Calcul vectoriel étudiant, comme ceci. À partir de ce moment-là, je vais travailler avec des vecteurs. Les vecteurs, on utilise les chevrons pour les définir. Alors, un point sur l'écran va être donné par P, X, Y, Z. Maintenant, si je regarde la source S1, c'est 0 D sur 2, et S2, c'est 0 moins. Alors voici, je suis d'après mes axes ici, c'est en Y les sources, pour ça que j'ai plus et moins, comme ceci, voilà. La distance normalisée entre une source et un point P ici quelconque, alors j'aurais pu marquer ce point P à quelque part là, comme ici, ok. Donc le rayon entre une source et ce point-là, comme ceci, c'est ça qui nous intéresse. Peut-être changer de couleur juste pour qu'on voit bien, là. Rouge. Bon, et voilà. Donc c'est ça que nous voulons calculer. Alors la distance moyenne. Alors ce que je vais faire, j'utilise la commande, macro-commande norm, avec l'argument 2. L'argument 2 veut dire norme euclidienne. Alors par exemple, si j'avais tout simplement fait ceci, alors je vais vous montrer là, c'est qu'on peut le faire comme ceci. Et alors j'enlève ceci, j'enlève le 2, donc voici la distance entre les deux. Là il aurait fallu que je vienne ici, ok, dans le menu contextuel, et de choisir normaliser, ici, normaliser, euclidien, et ça donne ceci. Vous voyez? Bon. Alors, c'est exactement le même résultat que ce que j'avais marqué précédemment. Dans ce cas-ci, je préfère utiliser norme. Et vous allez voir pourquoi. Regardez le résultat, donc euclidienne. Et j'aime mieux comme ceci. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai passé par la macro-commande. La différence de phase, naturellement, c'est la différence entre aller du point, il y a cette source-ci, donc, qui va à ce point-là, point P. Alors ça, c'en est une. Maintenant, j'ai le chemin ici qui est plus grand pour aller au même P. Alors voici la différence de marche, c'est-à-dire que si je si je trace une droite parallèle ici, c'est ça ma différence de marche. D'abord. Donc la différence de marche, c'est tout simplement parce que l'écran est loin sur la droite et que je ne vais pas tracer très loin de l'axe Y. Alors je peux directement marquer tout simplement que c'est la différence entre les deux droites normalisées. Et nous avons l'ordre des interférences qui est donné tout simplement par delta sur la longueur d'onde, qui est P. Et voilà. Alors je vais prendre une valeur de lambda, j'ai pris 0.10 tout simplement au hasard, je prends une distance de 1 entre les deux. Nous allons prendre, disons, la distance P
qui est égal à 5. Pour la cinquième. Alors voici la différence entre les deux. Donc nous allons prendre le menu contextuel, graphique, constructeur de graphique. Alors, un graphique implicite 3D. Donc, nous allons mettre que x varie de moins 10 à 10, moins 10 à 10, et moins 10 à 10. Un petit aperçu. Ok, tout est beau. Alors, voilà, nous avons le résultat de l'onde pour une source. Nous pourrions faire pour les deux sources de la façon suivante. Même chose. Avec notre constructeur de graphique. Moins 10, et je navigue avec la touche tabulation pour aller remplir les endroits. Et voici le résultat des deux sources. Vous voyez qu'ils sont entre les deux ici. Et pour finir, nous pourrions tout simplement faire une séquence de P pour les différentes valeurs de I allant par exemple de moins 10 à 10. Et nous pourrions ainsi voir d'autres enveloppes d'hyperbole à l'intérieur apparaître. Et ça nous donnerait une bonne aperçu des franges d'interférence que nous allons avoir ici. Mais je ne le ferai pas ici car le calcul est assez long pour mes pas parce que ça fait beaucoup de points à compter. Mais avec cette simple commande, vous pourriez l'expérimenter chez vous et vous allez voir le résultat que ça donne. Alors, c'est ce qui conclut notre webinaire aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions ou des suggestions, quoi que ce soit, vous me contactez à info@maplesoft.com en mettant dans le sujet la liste entre crochets, là, physique cliquable, et ça va me faire un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible ou de profiter de vos judicieux conseils pour les prochains séminaires à venir. Alors, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.